arrivé début décembre, excusez-moi. Vianney, je te laisse peut-être te présenter. Oui, alors Vianney Marion, donc juriste en droit du travail également chez Sinov. Et c'est nous que vous avez au téléphone ou par mail lorsque vous envoyez un mail au SVP à social@sinov.fr. Voilà. Très bien. On va commencer. Alors, juste, j'ai un problème d'ordinateur, excusez-moi. Pourquoi ça? Donc, je vais vous présenter le plan de ce jour. Donc, vous savez qu'il y a eu plusieurs accords qui ont été signés dans la branche. Donc, on va vous présenter dans un premier temps l'accord sur l'interruption naturelle de grossesse. Ensuite, on vous présentera le forfait en jours qui a été modifié. Dans un troisième temps, on vous évoquera les contreparties au travail le dimanche, qui sont également modifiées. Dans un quatrième temps, l'accord sur le télétravail et le LinkedIn Social Formation. Et pour finir, on vous évoquera notamment un projet de décret sur la présomption de démission. Et pour terminer, on vous parlera du bulletin de paie et le montant net social. Donc je vais commencer avec l'autorisation d'absence pour interruption naturelle de grossesse. C'est un accord qui a été signé le 13 décembre 2022. Si tu peux passer la slide suivante. Donc l'idée, c'est de donner une sorte d'absence exceptionnelle, une absence rémunérée aux salariés qui ont eu, avant leur 22e semaine d'aménorrhée, qui ont eu une fausse couche, malheureusement. Donc les conditions, il faut être salarié d'une entreprise de la branche Bétique. Comme je le disais, subir une interruption spontanée de grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée. Et bien sûr, il faut pouvoir le justifier dans les 15 jours qui suivent l'événement. Alors, il s'agit d'une absence qui est de 2 jours, qui est rémunérée et qui est non déductible des congés payés. Ça fonctionne selon le même principe que les autorisations d'absence exceptionnelles dans le cadre, par exemple, d'un décès ou d'un mariage. Alors, cette absence peut être accolée à l'arrêt de travail pour maladie, qui est souvent qui est dans beaucoup de cas prescrit par le médecin lorsque la salariée subit une fausse couche, notamment puisque parfois il est nécessaire d'avoir une intervention médicale. Et là où il y a une petite spécificité par rapport aux autres autorisations d'absence exceptionnelles, c'est le conjoint de la mère ou la personne qui est liée à elle par un PACS ou qui vit maritalement avec la salariée qui a subi cette interruption spontanée de grossesse, qui peut bénéficier également de ce congé dans les mêmes conditions. Bien sûr, il doit, dans tous les cas, cette personne donc doit dans tous les cas être salariée de la branche. Alors pour ce qui est de la date d'application, donc l'accord, il prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension, selon le même principe que vous avez pu constater dans le cadre des accords salaires. Donc ça n'est applicable qu'à partir du moment où il est étendu, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Alors j'ai vu passer une question sur, l'ancienneté. Non, il n'y a pas de condition d'ancienneté puisque mais de la même manière d'ailleurs qu'il n'y a pas de condition d'ancienneté dans le cadre d'une autorisation d'absence exceptionnelle pour le décès d'un proche. Je peux passer au slide suivant. Je suis bloqué. Voilà, alors le second accord qui en fait est un avenant à l'accord de 99 sur la durée du travail. Donc pour rappel, donc, cet accord de 99, c'est celui qui fonde la modalité 2, la modalité 1 et également la modalité 3, ou plus communément appelé le forfait jour. Donc pour vous faire un rapide rappel des stipulations conventionnelles qui sont actuellement en vigueur, et je le dis bien, je le rappelle, actuellement en vigueur, dans le sens où cet avenant n'est pas encore applicable, mais on va y revenir plus tard. Donc à l'heure actuelle, pour pouvoir avoir un forfait jour
en dehors d'un accord sur la durée du travail qui serait applicable à votre entreprise, c'est-à-dire par un accord d'entreprise, au niveau de la branche, on peut être en forfait jour. À partir du moment où on a une grande latitude dans son organisation de travail et dans sa gestion du temps de travail, c'est-à-dire une autonomie, une grande autonomie, et il faut également être au niveau cadre, position 3, avec, ou alors avec une rémunération qui est supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, vous êtes soit position 3 et supérieure, soit 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, cette rémunération annuelle ensuite, puisque vous le savez, dans le cadre d'un forfait jour, vous êtes censé avoir une petite majoration de votre minimum, de votre salaire. Et cette rémunération, donc, du salarié en forfait jour, doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie. Et c'est un forfait annuel en jours sur une base de 218 jours, ce qui est assez normal. Alors, donc ensuite, tu peux passer, s'il te plaît, Guillaume. Donc, voici les modifications qui sont apportées par l'accord du 13 décembre 2022. Là, il y a une faute, ouais, on modifiera avant de vous l'envoyer. Donc, jusqu'à maintenant, donc, seuls les salariés cadres en position 3 et supérieure pouvaient y accéder. Aujourd'hui, selon cet accord, lorsqu'il sera étendu, les salariés en position 2-3 de la grille de classification pourront avoir accès au forfait jour. La règle reste identique toutefois, il faut qu'ils aient une certaine autonomie. Et d'autre part, ils devront percevoir une rémunération au moins égale à 122% du minimum conventionnel. Les autres modalités restent tout à fait inchangées. La modalité 2 n'est pas modifiée et les salariés en position 3, 1 et supérieure pourront continuer d'accéder au forfait jour dans les mêmes conditions que précédemment, c'est-à-dire salariés autonomes et recevant au minimum 120% du minimum conventionnel. Voilà. Et dans tous les cas, je vous le reprécise encore, mais vous pouvez toujours continuer à déroger à ce nouvel accord, à cet accord de branche, par un accord d'entreprise. Donc, si jamais ces conditions, vous estimez qu'elles ne vous conviennent pas et que vous voulez avoir des conditions un petit peu plus particulières, un petit peu plus spécifiques à votre entreprise et à votre activité, on peut tout à fait vous aider pour rédiger un nouvel accord d'entreprise propre à votre entreprise et pour vous aider sur toute la procédure de négociation de cet accord. Alors, encore une fois, cet accord ne sera applicable qu'à compter de son extension. Vous ne pouvez donc pas l'appliquer par anticipation, c'est absolument pas possible. Voilà. Donc là-dessus, il faut être assez clair. On vous préviendra dans tous les cas lorsqu'il sera étendu, bien sûr, comme tous les autres accords jusqu'à maintenant. Mais là, à l'heure actuelle, il n'est pas applicable par anticipation. Vas-y. Alors, le troisième accord qui a été signé concerne les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche et les jours fériés. Alors, il y a plusieurs modifications dans cet accord. Le premier, c'est la notion de travail exceptionnel ou habituel du dimanche et des jours fériés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ancienne version, enfin dans la convention collective telle qu'elle est applicable actuellement, on nous disait qu'il y avait 2 régimes possibles lorsqu'un salarié travaille le dimanche. Soit c'est du travail exceptionnel, soit c'est du travail habituel. Si c'est du travail exceptionnel, la majoration des heures est différente de si c'est du travail habituel. Sauf que la CCN, la convention collective, pardon, jusqu'à maintenant, ne définissait même pas d'ailleurs, ce qu'était le travail habituel ou le travail exceptionnel. Par cet accord, on a choisi de simplifier cette définition et actuellement, enfin, une fois que cet accord sera étendu, pardon, le salarié sera considéré comme ayant travaillé habituellement le dimanche ou les jours fériés à compter du 16e dimanche. C'est-à-dire que pour les 15 premiers dimanches, ou jours fériés travaillés, on considère que c'est du travail exceptionnel. À partir du 16e dimanche, ou jour férié travaillé, on considère que c'est du travail habituel du dimanche et des jours fériés. Voilà. Et donc, ce calcul se fait sur l'année civile. Tu peux passer, Guillaume. Ouais. Parfait. Alors, les modifications également sur les contreparties accordées aux salariés ont été modifiées, puisque les salariés qui travaillent exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés, là, pour le coup, ça n'est pas modifié. Donc, le salarié cadre ou non cadre perçoit dans ce cadre-là, pour le travail exceptionnel, une rémunération majorée de 100%. Cette majoration s'appliquera également aux salariés en forfait jour.
Là-dessus, il y avait un débat jurisprudentiel de savoir si les salariés en forfait jour devaient voir leur rémunération majorée ou pas, puisque le forfait jour, c'est tu décomptes du temps de travail en jours et pas en heures. Donc, il y avait tout un débat jurisprudentiel là-dessus. La simplicité était justement de mettre fin à ce débat et d'appliquer cette même majoration. Ensuite, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche ou les jours fériés, heu, dans ce cadre-là, le salarié cadre ou non cadre percevra une rémunération majorée de 25. Anciennement, cette majoration ne s'appliquait qu'aux ETAM. Maintenant, c'est, uniforme aux cadres et ETAM et cette majoration s'appliquera également au forfait jour. Donc voilà, vous avez le schéma en dessous. Dans tous les cas, on vous transmettra la présentation pour que vous l'ayez. Donc comme je le disais, pour les 15 premiers dimanches ou jours fériés travaillés, on parle de travail exceptionnel. Dans ce cadre-là, il y a une rémunération majorée de 100 et lorsque on a, à partir du 16e dimanche ou jour férié travaillé, on passe au travail habituel et dans ce cadre-là, c'est une rémunération majorée de 25. Là encore, je vous reprécise que cet accord n'est pas applicable actuellement, puisqu'il n'a pas été étendu. On vous préviendra dans tous les cas lorsqu'il le sera et vous pouvez tout à fait déroger à toutes ces conditions, à toutes ces majorations, par accord d'entreprise. Là aussi, si jamais vous le souhaitez, on peut tout à fait vous aider et tout à fait vous proposer une méthode de négociation et vous proposer aussi des clauses spécifiques à ajouter à votre accord. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On va vous remettre les coordonnées plus tard, mais sur le social@sinov.fr. On est là pour ça. Alors, on va peut-être faire tout de suite les questions sur ces quelques accords. Alors, les accords pourraient-ils être appliqués ou applicables pour les entreprises adhérentes? Non, c'est ce que je vous disais justement. Dans ce type d'accord, pour éviter une distorsion de concurrence entre toutes les entreprises et pour qu'il n'y ait pas de désavantage à être adhérent chez Sinov, il a été choisi de ne le rendre applicable qu'à partir du moment où il est étendu. Puisque à partir du moment où il est étendu, il est applicable à toutes les entreprises de la branche qui appliquent la convention collective. Si jamais on avait choisi de le rendre applicable seulement aux signataires, donc c'est-à-dire seulement aux adhérents des signataires de cet accord, cela aurait pour incidence que vous seriez obligé de l'appliquer, donc d'appliquer ces majorations, etc., alors que votre entreprise concurrente qui n'adhère à aucun syndicat ou à aucune fédération, dans ce cas-là, lui n'y serait pas tenu. Voilà, c'est la règle qui est appliquée jusqu'à maintenant et qui est appliquée dans la plupart des accords que nous signons avec les partenaires sociaux. Guillaume, c'est à toi. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, du coup, je reprends la main. Alors, il y a un dernier accord qui a été signé sur le télétravail et je vais vous évoquer brièvement le LinkedIn social formation que la fédération a lancé récemment. Donc, pareil que pour les autres accords, cet accord, ce télétravail qui a été signé récemment, n'est pas applicable, donc non étendu. Vous serez les premiers informés lorsqu'il sera applicable et donc étendu. Et il ne sera pas également applicable aux entreprises, c'est un dispositif qui a été prévu dans l'accord pour les entreprises de moins de 50 salariés qui sont déjà pourvues d'une charte, sauf, bien évidemment, choix contraire de l'employeur. Et en son sein, on retrouve notamment plusieurs exemples. Donc, un exemple d'accord d'entreprise sur le télétravail et également un guide de mise en place du télétravail. Et cet accord sera étudié. Donc, on vous invite à réserver cette date le 17 mars 2023. Donc, comme je vous ai dit précédemment, on a lancé sur LinkedIn une page qui se nomme l'information sociale l'information sociale de la branche BETIC. Donc, on vous invite à vraiment vous inviter, enfin, à aller sur cette page, étant donné que on publie tous les mardis et les jeudis des informations sur la branche et des informations aussi pratiques dans le domaine du droit social. Là, je vais vous évoquer un projet de décret sur la présomption de démission. Donc, j'insiste sur un projet, c'est-à-dire que ce décret n'a pas encore été promulgué.
Donc, comme vous le savez, la présomption de dimension a été une mesure de la loi du marché du travail du 21 décembre 2022 et il a été validé par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 2022 et on attend toujours d'ailleurs, puisque c'est un projet, un décret d'application. Donc, ce décret d'application va créer un article nouveau dans le Code du travail. Et a priori, ça serait l'article R.1237-13 du Code du travail. Donc, le délai minimal qui est accordé au salarié pour reprendre son travail après notification de la mise en demeure par l'employeur serait fixé à 15 jours calendaires. Et ce délai va courir à compter de la première présentation de la mise en demeure. Donc, j'insiste bien sur la première présentation. Donc, à défaut de reprendre son poste dans le délai qui est fixé par l'employeur, le salarié serait présumé démissionnaire. Donc, l'employeur a deux possibilités pour mettre en demeure, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre contre décharge. C'est ce qui est prévu dans le projet de décret, mais effectivement, on peut un petit peu rigoler quand on voit qu'il y a une possibilité qui sera mise en place de mettre en main propre contre décharge, étant donné que le salarié ne sera pas dans l'entreprise. Donc, l'entrée en vigueur est prévue le lendemain de la publication du décret au journal officiel. À ce stade, on est toujours en attente de précision quant à la date de publication. Mais dès que ça sera le cas, on va faire un article sur le site de la fédération. Donc, vous serez bien évidemment informés et j'en parlerai certainement au prochain webinaire de l'actualité sociale et également sur le LinkedIn Social Formation de la Fédération SINAV. Je me permets d'intervenir pour répondre à une question qui a été posée justement sur cette présomption de démission, sur quels sont les changements par rapport au texte actuel, 48 heures ou autre. Alors, actuellement, lorsque un salarié n'est pas là, n'est pas présent et de façon inexpliquée, il a en principe 48 heures pour justifier de pourquoi il n'est pas présent, généralement par certificat médical ou autre. Mais une fois que vous avez cette justification, à l'époque, il était nécessaire ensuite de lancer toute une procédure de licenciement. Donc un licenciement pour abandon de poste, généralement soit pour faute grave, soit pour cause réelle et sérieuse. Ce qui du coup a entraîné pas mal de complications procédurales, telles que l'entretien préalable, la convocation et la lettre de licenciement. Aujourd'hui, grâce à cette présomption de démission, à partir du moment où le salarié ne justifie pas dans les 15 jours calendaires, etc., il sera présumé comme démissionnaire, c'est-à-dire comme s'il avait quitté de lui-même l'entreprise. Vous n'aurez donc plus toute la procédure de licenciement à faire. C'est là le grand intérêt de cette présomption. Toutefois, dans tous les cas, le salarié reste tenu, à partir du moment où il n'est pas présent, par exemple pour maladie, de justifier de cette absence dans les 48 heures, par certificat médical ou autre. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur le sujet. Je continue. Et pour terminer notre présentation d'aujourd'hui, on a eu un décret sur le bulletin de paie et sur le montant net social qui sera effectif à partir du 1er juillet 2023. Donc, on aura une nouvelle mention sur les bulletins de paie. Donc, je vous invite peut-être à vous tourner vers vos comptables pour être certain qu'ils ont bien reçu l'information. Donc, le montant net social est le revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux. Et il correspond notamment aux revenus que les bénéficiaires du RSA ou de la prime d'activité doivent déclarer pour calculer leurs prestations. Donc, on a plusieurs échéances. En juillet 2023, le montant net social devra être affiché sur les bulletins de paie des salariés. Et en 2024,
Les employeurs devront déclarer via la DSN le montant net social de leurs salariés aux administrations, comme c'est déjà le cas pour le montant net imposable, et il sera ensuite communiqué au CAF. Il faut savoir que l'arrêté, alors d'ailleurs je vous ai mis le lien, parce que l'arrêté fournit deux modèles. Un modèle qui est effectif jusqu'au 1er janvier 2025 et un modèle qui sera effectif au-delà, mais bien évidemment, possiblement, on peut l'utiliser dès maintenant. Et il y a notamment d'autres rubriques qui simplifient le bulletin de paie. Et si cette question vous intéresse, je vous ai également mis le lien du ministère du Travail qui fournit justement qui fournit des différents éléments, différentes réponses. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller sur le site du ministère du Travail qui répondra à vos différentes questions. Voilà. Je pense qu'on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si Vianney, tu veux rajouter quelque chose. La seule chose que je peux rajouter, c'est que je vous encourage à être présent donc, le 17 mars 2023 au prochain webinaire, au prochain Web Social Café, puisque nous aurons l'occasion d'étudier de façon plus forte, on va l'étudier d'ailleurs totalement, puisqu'on ne l'a pas vraiment fait aujourd'hui, l'accord sur le télétravail. Voilà. Et si vous avez des interrogations ou autres, surtout n'hésitez pas à nous contacter sur social@sinov.fr, notamment si vous voulez lancer par exemple une négociation dans votre entreprise sur la durée du travail ou autre. Voilà, n'hésitez surtout pas, on essaiera de vous répondre dans les 48 heures. On prend l'engagement de vous répondre dans les 48 heures. Et puis, pour toute question qui pourrait vous intéresser, que ce soit sur le droit du travail ou même sur la formation professionnelle. Et la page LinkedIn, c'est l'information sociale formation de la branche Bétique. Si vous voulez nous suivre. On mettra le lien dans la présentation qui sera ensuite publié sur le site de la fédération, ainsi que le replay de ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence à tous. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci. Au revoir.